Alors, la croyance ou la posture selon laquelle l'histoire et la mémoire sont les seuls modes d'existence du passé dans la société reste assez répandue aujourd'hui, où on associerait à l'histoire une démarche scientifique, à la mémoire une démarche patrimoniale, et que dans un regard sur le passé, il s'agirait éventuellement des deux seuls véhicules, deux seules façons d'envisager légitimement le passé. Or, évidemment, le thème de votre journée d'études rappelle que le passé est aussi présent en tant que catégorie esthétique et dramatique dans de très nombreuses œuvres, dans de très nombreuses pratiques. Le cinéma et la littérature sont les deux processus de création les plus évidents, mais on pourrait évidemment en trouver davantage pour voir comment on peut, de différentes manières, articuler le passé de part et d'autre. Alors, lorsque j'ai proposé le titre, un peu trop long, un peu ronflant, le passé sans histoire ou le présent comme palimpseste, qu'avais-je à l'esprit? D'une part, si j'évoquais le passé sans histoire, c'est parce que chez nous, entre guillemets, chez les historiens, c'est parfois ce qu'on appelle, à tort, sans doute, la vulgarisation. C'est-à-dire que c'est un passé qui serait raconté, un passé qui serait reconstitué, où le temps n'est souvent qu'une forme de dépaysement, mais qui n'est pas un regard critique sur les sociétés révolues, sur les sociétés du passé. L'histoire, dans ce cadre-là, serait une forme d'érudition statique, sans la mobilité qui touche, j'ai envie de vous dire, la deuxième acception que j'évoque ici, avec le présent comme palimpseste, qui serait là, c'est du moins ce que je voulais signifier, c'est là la perspective critique de la discipline historique. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience que l'histoire est toujours une histoire écrite au présent, le présent n'étant que la couche la plus récente du passé, la couche la plus mince de toutes les esquisses du temps qui s'accumulent et qui fait en sorte que, pour essayer peut-être de réfléchir à un passé plus ou moins lointain, eh bien, la première couche est peut-être la première lunette la plus utile pour essayer de poser des problèmes, des histoires plus ou moins décalées sur les temps disparus. Parce qu'en fait, il s'agit bien de cela, entre une première démarche, le passé sans histoire, et une deuxième, le présent comme palimpseste, c'est, si vous voulez, je dirais pas tant d'opposer, mais en tout cas de distinguer deux façons de parler du passé. Une histoire qui proposerait des réponses, ou plutôt qui imposerait des réponses dans le passé sans histoire, alors qu'une autre démarche serait celle de l'histoire qui ne fait que poser des problèmes. Une histoire qui prend pour acquis, et c'est celle que je vais essayer d'exposer avec vous aujourd'hui, qui prend pour acquis qu'elle n'est jamais stable et que, justement, cette histoire est toujours datée. C'est de prendre conscience et d'accepter que la démarche historique sera toujours une démarche datée. Alors, vous l'aurez compris, il y a une séparation conceptuelle entre histoire et passé dans notre rapport au temps, de même qu'on a distingué histoire et mémoire depuis quelques décennies comme deux modes radicalement différents du rapport au passé. Jusqu'aux années 80 à peu près. C'est toujours très utile de trouver un moment butoir, une espèce de frontière, mais je vous dirais que jusqu'aux années 80, j'essaierai de vous exposer pourquoi dans quelques instants, l'histoire relevait de l'objectivité ou de la prétention à l'objectivité, voire pour certains, c'était presque une fonction judiciaire que celle d'être historien, alors que la mémoire, elle, aurait relevé du mythe, aurait relevé même de l'appropriation. Et puis, donc, un troisième champ qui intervient aussi dans les années 80 et qui se développe depuis aussi les années 90 avec un autre rythme, c'est, si vous voulez, les usages non historiques du passé qui intègrent notamment les différents processus de commémoration, mais pas seulement. Et là, compte tenu du thème de votre colloque, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter la Society for Creative Anachronism, qui donc existe depuis la fin des années 90 et qui, ce n'est sans doute pas une association qui vous sera très étrangère, c'est ce qu'on appelle ces sociétés qui organisent de grands jeux de rôle vivants,
Donc au Québec, nous, on a connu d'une certaine manière, avec les médiévales de Québec en 93, rebaptisés en 98 les Fêtes de la Nouvelle-France, mais qui ont ce jeu, en quelque sorte, d'utiliser d'une façon ludique, parfois d'une façon pédagogique, mais plus souvent d'une façon ludique. C'est d'ailleurs ce qu'évoque le nom de la société, les usages du passé, pour se l'approprier sans trop de contraintes, mais pour faire soi le passé qu'on cherche à consommer pour répondre à l'un ou l'autre des besoins que nous avons. C'est pas ce n'est pas directement sur cet anachronisme, sous ces différentes formes que je vais intervenir aujourd'hui. Ce que je voudrais vous présenter d'une façon un peu simpliste sans doute, c'est deux réflexions qui guident la démarche historique depuis le début de la profession. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, que la profession d'historien et d'historienne est née à la fin du 19e siècle pour se détacher des vilains littéraires et des philosophes. Il fallait absolument pouvoir se séparer de ce qui, autrefois, intégrait l'histoire. Et puis, progressivement, au moment où la sociologie aussi se développe, les historiens ont voulu dire, oui, nous aussi, nous sommes scientifiques, alors quittons ces littéraires et ces philosophes et essayons de nous construire une méthodologie qui nous permet d'apparaître comme autres. Donc, c'est une réflexion, si vous voulez, qui va aborder très très rapidement la profession d'historiens et d'historiennes, mais surtout, dans ce moment que j'ai évoqué tout à l'heure, pour des années 80, ce sont deux questions qui sont remises au goût du jour. Qu'est-ce que le temps, d'une part, et qu'est-ce que la vérité historique, d'autre part? Ce sont ces deux questions que je vais essayer d'aborder avec vous. D'abord, qu'est-ce que le temps? Puisque, vous me direz, c'est quand même l'une des questions les plus fondamentales pour l'historien. Alors, le temps, c'est d'abord et avant tout, du moins c'est ce que certaines écoles historiographiques développent depuis les années 40 ou 50, c'est une relation, le temps est une relation qu'une culture donnée établit à un moment donné sur le passé, le présent et le futur. Le temps est une appréhension de ce qui précède, de ce qui est et de ce qui suivra. Et à travers le temps, justement, et selon les sociétés, il y a ce jeu entre ces trois moments, en quelque sorte, qui sont évidemment malléables de part et d'autre, mais ce sont cette fonction, cette utilisation, cette perception de ces trois temps qui constitue l'une des lunettes, qui constitue l'une des premières enquêtes, ou en tout cas l'une des premières grilles de lecture que chaque historienne doit avoir avant de pouvoir réfléchir aux sociétés du passé. Fernand Braudel, il y a très longtemps, proposait les trois temps de l'histoire. Il proposait un temps long, un temps moyen et un temps court. Cette division du temps en trois a été respectée pendant de longs moments et jusqu'à ce que, justement, encore, dans les années 80, elle soit un peu bouleversée. Le temps long de Braudel, c'est le temps géographique, une espèce de temps presque immobile, ou en tout cas qui dépasse la perception des contemporains. Un temps géographique qui pourtant a toute son importance, mais qui est celui que l'on distingue mal, mais que les historiens et les historiennes doivent néanmoins considérer. C'est le temps géographique, c'est le temps donc justement des frontières naturelles, c'est le temps des cours d'eau, ce sont des choses qui peuvent évidemment se déplacer, qui peuvent se transformer, mais essentiellement, cette géographie est peut-être la plus lente à se transformer et à influer sur des changements plus rapides. Le temps moyen, c'est le temps des structures économiques, c'est le temps social, celui qui va être au cœur de la célèbre École des Annales en France, celle qui réfléchira, si vous voulez, à partir de 2 ou de 3 siècles. C'est le temps des sociétés qui nous intéresse, qui les intéresse. Et puis il y a le temps court, celui qui pour Braudel est le moins intéressant. Le temps court, c'est le temps politique et le temps événementiel. Et ce qui est intéressant dans la proposition du temps braudélien, et aujourd'hui on ne remet pas vraiment en cause l'existence de ces trois temps, mais ce qu'on remet en cause, c'est que pour Braudel, ce temps était hiérarchisé. C'est-à-dire que le temps géographique déterminait
le temps moyen, le temps économique et social, qui déterminait le temps politique. L'événementiel n'a aucune valeur, aucune signification s'il n'est pas induit par les structures économiques, qui elles-mêmes ne peuvent se comprendre sans le temps géographique. Or, à la fin des années 70, au début des années 80, eh bien, ce n'est pas tant donc l'intelligence de ces trois temps qui est remise en cause, mais c'est le déterminisme qui éclate, qui vole en éclats, où on cherche effectivement à repenser les différentes échelles à travers différentes formes de questionnement. Donc pour Braudel, c'est déjà une première façon d'envisager le temps pour la discipline historique. À la fin des années 90 et au début des années 2000, François Hartog, ce n'est pas le premier à le faire, mais c'est celui qui néanmoins, donc dans son ouvrage publié en 2003, Les régimes d'historicité, va proposer une autre façon, si vous voulez, de penser le rapport au temps, parce qu'il s'agit bien de cela dont il s'agit. Quelle est la conscience qu'ont les hommes du temps? Les sociétés humaines, défend Hartog, connaissent tous des manières spécifiques d'articuler les temporalités et de penser les relations entre les différentes modalités du temps que constituent, je l'évoquais il y a un instant, passé, présent et futur. Dans un regard qui est strictement occidental, on aurait probablement et assurément d'autres formes de modalités d'appréhension du temps si on changeait d'espace, si vous voulez. Mais dans une perspective occidentale, Hartog propose 3 voire 4 régimes de temporalité, régimes d'historicité, pardon. Le premier régime, c'est un régime héroïque, avec l'exemple des héros d'Homère, pour lesquels il n'existe ni passé ni présent, ni passé ni futur, mais que du présent, où dans ce temps héroïque, eh bien, on fonctionne dans une perspective du mythe ou de la mythologie, où finalement, le temps se pérennise constamment, sans réel changement. Donc, il s'agirait donc d'une première forme de temporalité qui est remis en cause, dans le cadre du deuxième régime d'historicité, par les révélations juives et chrétiennes qui vont modifier radicalement les formes d'expérience du temps. Le temps serait brisé par l'incarnation du Christ, qui ouvre un nouveau temps dans l'attente du jugement dernier. Et donc on se retrouve là avec un temps qui est fermé, alors que le temps héroïque était ouvert dans la mesure où il se pérennisait constamment. Mais le temps fermé, c'est celui donc de la tradition judéo-chrétienne, avec un début, la Genèse, et puis une fin, la fin de l'histoire, que constitue le jugement dernier. L'Apocalypse, c'est le jugement dernier. Dans ce cadre-là, il y a donc toute une série d'appréhensions plus ou moins différentes du temps, mais c'est dans ce deuxième régime, ce régime chrétien, que l'on saisit toute l'importance des exemples-là, que l'on saisit toute l'importance du développement des vies illustres, où le passé éclaire l'avenir et où le passé est un modèle pour l'avenir. Le passé, pour caricaturer, le passé c'était mieux, et l'avenir, eh bien, il sera mieux lorsqu'il sera terminé. C'est dans cette perspective, si vous voulez, que le temps judéo-chrétien, selon Hartog, se développe. Et puis, le troisième régime d'historicité, c'est celui mis en place, bouleversé, bousculé par les Lumières et par le 19e siècle. C'est ce qu'on appelle donc le régime moderne, ou la modernité, ou le régime moderne, pardon, de l'historicité. Le passé ne se répète plus, c'est le point de vue de l'avenir qui commande, et la leçon de l'histoire, désormais, doit se saisir dans le futur. C'est-à-dire à partir du moment où on renonce, en quelque sorte, à l'inéluctabilité du jugement dernier, et que, c'est ce que les Lumières essaient de mettre en place, c'est le progrès, plus ou moins indéfini, qui est au cœur du temps, qui est au cœur de cette nouvelle définition du temps. Dans ce sens, donc on revient cette fois-ci à un temps qui est ouvert et qui n'est pas fermé par le jugement dernier, qui est ouvert et qui n'est pas le temps d'un déclin, mais au contraire le temps d'un progrès. Les Lumières vont radicaliser la querelle des anciens et des modernes mise en place au XVIIe siècle et vont faire en sorte que l'ordre du temps est préparé par la vision du futur. Ce que le 19e siècle va perpétuer aussi. C'est aussi ce qu'on appelle un temps libéral, le temps du progrès inéluctable. À travers ce que j'évoquais tout à l'heure,
le début de la discipline historique, le début de la professionnalisation de l'histoire, où dès les années 1870-1880, la présence du marxisme commence déjà à toucher la discipline historique, et où très souvent la question posée à l'histoire est une question dans la perspective du futur que l'on attend. Quand on fait l'histoire de l'Ancien Régime français, c'est notamment parce que l'on sait que la Révolution arrive et que cette Révolution de 89 inachevée, pour la perspective marxiste, doit s'achever plus tard. Mais c'est toujours un regard vers le passé qui est modelé par une perspective du futur, en quelque sorte. Ce que va, après la Deuxième Guerre mondiale, on aura une autre forme. Hartog ne présente pas réellement un quatrième régime d'historicité, mais il y aura un autre moment, si vous voulez, où ce régime moderne va être bouleversé par un régime postmoderne d'historicité, et j'y arrive. Au XXe siècle, donc, avec des auteurs comme Walter Benjamin, avec Hannah Arendt, ou Adorno et Horkheimer dans la dialectique de la raison, par exemple, l'ordre du progrès est fondamentalement remis en question. Évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, fait complètement basculer la conviction que l'avenir n'est que progrès. Ajouter à cela toute une série de réflexions sur l'écologie qui s'effondre, eh bien, l'ordre du progrès est remis en question, le temps semble être complètement désorienté, et désormais, et nous en sommes encore les héritiers, désormais les questions posées au passé ne sont pas tant des questions saisies dans une perspective du futur, mais des questions désormais saisies au présent. Et là encore, la discipline historique est directement, et je dis la discipline historique, mais on pourrait probablement, assurément porter et répéter cette perspective dans plusieurs autres disciplines des sciences humaines, mais désormais, que ce soit à travers des notions de mémoire fondamentales lorsqu'on essaie de réfléchir à l'après-Holocauste, des questions de patrimoine, des questions de témoignage, c'est le présent qui est, j'évoquais tantôt le présent comme palimpseste, le présent qui est le mode principal d'appréhension du passé. C'est ce qui me permet donc d'arriver à mon deuxième temps sur la vérité historique. Nous sommes passés, si vous voulez, d'un temps que j'évoquais il y a justement un instant sur une discipline historique qui se pense et se prétend surtout comme étant objective, vers le temps bousculé par l'après-45, et surtout bousculé, j'arrive enfin à mes années 80, surtout bousculé par ce qui va se produire notamment par l'école américaine du linguistic turn. Quelle est la part de réel auquel l'historien et l'historienne peuvent prétendre à un moment où tout semble éclater comme appréhension de la vérité, comme appréhension du réel. Le réalisme implicite des historiens, et à travers de très nombreuses discussions qu'il peut y avoir entre historiens et littéraires, ce lieu commun, qui est en fait celui pour lequel les historiens et les historiennes se sont attachés avec le plus de force et le plus de conviction pendant si longtemps, reste un lieu commun qui est fissuré, en tout cas, depuis les années 80. Cette idée selon laquelle il y avait un réalisme implicite des historiens, un caractère référentiel de leur discipline, qui est remis en cause donc par la démarche du linguistic turn. Cette idée selon laquelle l'histoire reconstitue du réel vole en éclats. Et désormais, aujourd'hui, rares, ils existent toujours, mais il faut s'en méfier, mais rares sont les historiens et les historiennes qui prétendent que l'histoire qu'ils écrivent, c'est du réel, en quelque sorte, qui est immobile, qui est fixe, qui ne peut pas être remis en question. Ici, j'ai une citation de Roger Chartier qui résume d'une façon évidemment très rapide la position de l'historien Aidan White, qui est un historien américain, qui, donc, au début des années 80, publie le livre Meta History et qui remet radicalement en cause la prétention, et surtout, Aidan White réagit surtout à l'égard de l'école des annales,
à l'égard de cette historiographie qui, pas simplement à partir des archives, mais grand renfort de tableaux, de courbes, de statistiques, hein, lorsque l'historien se drape un sarrau blanc pour se dire « je suis plus scientifique que vous tous parce que j'ai des chiffres et des tableaux », Aidan White se range, ou plutôt confronte cette historiographie en analysant toute une série d'œuvres historiques. Bon, il va analyser Michelet, il va analyser Ranke, il va analyser Tocqueville, et puis il va réfléchir à différentes démarches de l'historiographie, surtout française, pour arriver à une conclusion selon laquelle, et c'est cette conclusion qui est assez radicale, selon laquelle, finalement, l'histoire et la littérature sont deux disciplines semblables. Vous pouvez vous rendre compte à quel point le vertige saisit les historiens et les historiennes lorsqu'on les accuse d'être des littéraires. La position d'Aidan White est la suivante. À partir du moment où une archive, quelle qu'elle soit, très largement, l'histoire se travaille à partir d'archives textuelles. À partir du moment où l'archive, on admet que l'archive, quelle qu'elle soit, est produite par un individu qui en soi est un sujet, ne peut être subjectif dans la production de l'archive, et que finalement les historiens et les historiennes n'ont accès qu'à ces textes, eh bien, l'historien et l'historienne, comme les littéraires, ne travaillent que sur des discours. On ne peut pas prétendre qu'une archive, que quelque discours que ce soit, qu'il soit ancien ou qu'il soit actuel, puisse révéler plus de réel que ce que la fiction, que ce que la littérature pourrait proposer. Et dans ce cadre, Aidan White dit, eh bien, je ne dis pas aux historiens de plier bagage, mais il faut cesser de prétendre arriver à une objectivité, à du réel, parce que tout ce que vous faites, c'est que vous travaillez sur des discours. Ces discours, ce sont les archives textuelles, mais ces discours sont aussi les statistiques que vous produisez, parce que vous les produisez comment? Parce que vous-même posez des problèmes, vous-même inventez des méthodologies, et ce n'est pas le chiffre qui est là pour masquer votre subjectivité qui va nous berner. Donc, toute démarche historienne est une démarche littéraire, parce que nous travaillons tous sur des discours. Alors, cette prise de position bouleverse la discipline historique pendant un long moment. Vous voyez donc la citation de Roger Chartier, « La réalité n'est plus à penser comme une référence objective », donc il essaie de résumer la proposition du linguistic turn. Donc, la réalité n'est plus à penser comme une référence objective, extérieure au discours, mais comme constituée dans et par le langage, et l'histoire ne peut prétendre être que du langage, ne peut prétendre être que du discours. Il y a évidemment une levée de bouclier de la part de certains historiens et historiennes, surtout chez les Français que chez les Nord-Américains. Mais il y a très clairement, donc, il y a un Américain comme Richard Evans qui va réagir. En France, il y a Richard Noiriel qui va réagir fortement contre ce qu'il va appeler la crise de l'histoire. Parce que, en effet, à partir du moment où on propose, c'est difficile de répondre et de dire non à cette proposition. Parce qu'en effet, tout est discours. Alors c'est une position épistémologique, en fait, qui divise, et pas tant une position sur la nature même des documents, qui va diviser les littéraires et les historiens. Donc, il y a un certain nombre de travaux qui vont se multiplier pour essayer de prendre position dans le débat. Et puis, les effets seront réels jusqu'à aujourd'hui. Les cicatrices seront réelles jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez donc cette autre citation d'un des auteurs que j'aime beaucoup, Michel de Certeau, dans l'écriture de l'histoire. Donc on est un peu avant la crise de l'histoire mise en œuvre par Aidan White et ses disciples. Donc ce que Michel de Certeau évoque ici, dans l'écriture de l'histoire, c'est que, et c'est pas le premier, certains, il y a Paul Venn aussi en France qui va proposer des formules assez chocs. Mais dans Paul Venn, le titre de son ouvrage m'échappe. Je ne pense qu'à l'écriture de l'histoire, mais c'est pas ça. C'est comment on écrit l'histoire, pardon, merci. Donc, Paul Venn va évoquer l'histoire
Paul Venn est un historien de l'Antiquité, il travaille avec beaucoup moins de documents que ce que les médiévistes et surtout les modernistes et les contemporanistes ont à leur disposition. Mais Paul Venn va tout simplement évoquer l'histoire comme étant un roman vrai. Il va tout de suite insister sur le caractère rhétorique, sur la fabrication et sur le rôle de l'auteur par rapport à l'histoire qu'il rédige. Donc Michel de Certeau est dans cette même perspective. Le discours historique fonctionne comme discours didactique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut convaincre. On veut vous séduire et on veut convaincre. Et cela d'autant mieux qu'il dissimule le lieu d'où il parle, il efface le je de l'auteur, qu'il se présente sous la forme d'un langage référentiel, c'est le réel qui vous parle, une prétention du réel qui vous parle, qu'il raconte plus qu'il ne raisonne, on ne discute pas un récit, et qu'il prend ses lecteurs là où ils sont, il parle leur langage, quoique autrement et mieux qu'eux. Donc, ce que De Certeau révèle là, c'est qu'il y a, ce qui est une évidence, mais pourtant on l'a masqué pendant si longtemps, c'est qu'il y a une opération historiographique. Les historiens ne font pas que du bricolage de morceaux de réel pour arriver à une histoire totale qui est au cœur des objectifs de l'historiographie depuis la fin du 19e siècle. Au contraire, il y a dans l'écriture de l'histoire une opération, des choix, une intrigue, une construction, une rhétorique, une séduction. On est dans un processus qui n'est pas si différent du processus d'écriture de toutes les autres sciences sociales et des lettres, par ailleurs. Donc, si Ellen White postule l'impossibilité d'accéder au réel, parce qu'il y a une impossibilité d'accéder à l'objectivité, De Certeau, lui, est un peu moins radical, mais il souligne, je l'évoquais il y a un instant, que l'histoire est une opération, que l'histoire est une rhétorique, une construction. Mais pour De Certeau, comme pour ceux qui vont devoir s'adapter au choc de linguistic turn, il s'agit de ne pas renoncer à l'horizon de vérité du chercheur. Et j'y arrive enfin. La vérité historique n'est donc, depuis ces fameuses années 80, la vérité historique n'est plus une copie conforme de la réalité passée. La notion d'adéquation n'est plus recevable. Celle de représentation, pour Paul Ricoeur du moins, est trop polysémique. Même si, quand on parle aujourd'hui d'histoire culturelle, on parle essentiellement d'histoire des représentations, et c'est le moment, si vous voulez, où les collaborations les plus riches entre littéraires et entre les historiens se mettent en place, dans l'histoire des représentations. Pour Paul Ricoeur, pour réfléchir donc à la prétention de vérité des historiens et des historiennes, l'adéquation, on doit l'évacuer, la question de représentation est trop problématique, et Paul Ricoeur étant Paul Ricoeur, il va inventer un mot, et il va donc proposer le nom de représentance. Nous donnerons le nom de représentance ou de lieutenance, je préfère, cela dit, le terme de lieutenance, au rapport entre les constructions d'histoire et leur vis-à-vis, à savoir un passé tout à la fois aboli et préservé dans ses traces. Entre la trace et ce dont elle est la trace, il n'existe pas une relation de correspondance du genre de la copie ou de la projection cartographique, mais une fonction vicaire de lieutenance. Donc là aussi, c'est un aveu, en quelque sorte, qu'il ne peut plus y avoir la prétention à ce qu'on appelait aussi une forme spéculaire, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas le miroir du passé. Il n'est qu'une lieutenance, il tient lieu du passé, jusqu'à ce que, et c'est un peu ce que suggère Ricoeur, jusqu'à ce qu'une autre forme de représentance vienne remplacer la précédente, et que finalement, on a une envie de vérité, mais qu'on ne peut jamais proposer, en quelque sorte, une vérité fixe. Proposer une vérité fixe et statique, c'est finalement renoncer à l'histoire comme critique, renoncer à l'histoire comme processus de construction de la connaissance. Alors justement, est-ce que c'est renoncer à la méthode historique que de dire ceci? Que vaut l'histoire? Que vaut la méthode historique? Quelle est-elle? Et la discipline repose sur, grosso modo, j'ai essayé d'esquisser d'une façon assez maladroite les 4 postures, simples, mais 4 postures qui animent la discipline aujourd'hui. D'une part, la conviction qu'il y a une réalité du passé qui est extérieure au discours, que tout n'est pas discursif, qu'il existe des pratiques du passé
que la discipline peut essayer de retracer. Il y a, comme deuxième élément, évidemment, l'ambition de vérité de l'historien et de l'historienne. Il y a l'aveu, désormais, du caractère de reconstruction, non pas tant de reconstitution, mais de reconstruction. C'est-à-dire qu'on admet qu'on est là avec des choix et qu'on ne peut pas produire la copie conforme du passé. Et comme quatrième critère, c'est là aussi fondamental, c'est l'ouverture de la discipline historique au contrôle. C'est-à-dire qu'on accepte qu'aucune forme de proposition de vérité n'est stable. Elle peut être critiquée, elle doit être critiquée, ébranlée, et que, comme elle est datée, j'y reviendrai tout à l'heure, mais comme elle est datée, elle a vocation à être écrasée par un autre travail, par une autre forme, une autre proposition historique. Je vous disais que j'aimais beaucoup Michel de Certeau, c'est la dernière citation de ma présentation, mais je trouve que le passage, bien qu'il soit long, est absolument remarquable. Michel de Certeau donc parle d'histoire, et voici ce qu'il évoque. Non qu'elle dise la vérité. Jamais historien n'a eu pareille prétention. Ça, c'est faux. Tu l'as dit. C'était faux à l'époque et c'est toujours faux aujourd'hui. Mais poursuivons donc. Plutôt avec l'appareil de la critique, l'érudit enlève de l'erreur aux fables. Le terrain qu'il gagne sur elle, il l'acquiert en diagnostiquant du faux. Il creuse dans le langage reçu la place qu'il donne à sa discipline, comme si, installé au milieu des narrativités stratifiées et combinées d'une société, tout ce qu'elle se raconte et sait raconter, il s'employait à pourchasser le faux plutôt qu'à construire le vrai, ou comme s'il ne produisait de la vérité qu'en déterminant de l'erreur. Je trouve que c'est à la fois très élégant, que ça explique d'une façon encore plus fine la question de l'opération historiographique qu'il évoquait dans la citation de 1975, parce que déterminer de l'erreur, diagnostiquer le faux, c'est non seulement fondamental dans les archives, mais c'est aussi fondamental chez les historiens. Donc, tout ce qu'elle se raconte et sait raconter. C'est tout ce qui participe au passé. Les archives produites à l'époque et les travaux des historiens qui deviennent archives à partir du moment où on admet qu'elles soient datées. Rien n'est à l'abri du regard critique de l'historien et de l'historienne, puisque le travail est de constamment essayer de repérer du faux, des erreurs, pour proposer quelque chose qui serait plus proche, plus conforme à la réalité passée. Ce que De Certeau propose, à travers ce regard critique très aiguisé, à travers aussi cette prise de conscience des failles de la discipline historique par rapport à sa prétention à construire du réel et de l'objectivité, ce que De Certeau propose, c'est une forme, si vous voulez, une forme d'engagement de l'historien. L'historien engagé, si vous voulez, c'est ce que, en quelques mots, De Certeau propose. Cet historienne, donc, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est conscient des enjeux politiques sous-jacents à cette discipline. C'est quelqu'un qui est conscient de tout le processus à laquelle il est lui-même contraint. L'historien engagé, c'est celui qui est... donc on pourrait parler de l'historien engagé comme l'historien ou l'historienne médiatique, celui qui intervient sur telle ou telle autre question, mais très souvent, ceux et celles qui sont au nom de l'histoire dans les médias, ce sont ceux qui proposent, ce que j'évoquais tantôt, un passé sans histoire, qui donnent des réponses, parce que de toute façon c'est ce qu'on leur demande, mais qui ne soulèvent pas tous les problèmes de la production de l'histoire et de la fragilité de la production de l'histoire, qu'un historien engagé, tel que De Certeau le définit, doit faire valoir. L'écriture de l'histoire n'est jamais une opération neutre. Elle ne peut plus être objective. L'illusion de l'objectivité a volé en éclat dans les années 80. L'histoire ne peut s'écrire qu'au présent. Enfin, l'histoire, dans le cadre de la discipline historique, ne peut s'écrire qu'au présent. Et puis, je le disais, elle est prise dans un réseau de contraintes de toutes sortes, que ce soit des contraintes d'ordre méthodologique, des contraintes d'ordre manuscrite, heuristique, archivistique, mais aussi des contraintes d'ordre politique, institutionnel, avec l'université, qui est aussi une contrainte
parmi d'autres, ce n'est pas la seule, loin de là, mais dans le cadre des travaux et des enquêtes, des objets d'enquête en histoire. Le choix de nos objets d'enquête, le choix de nos objets d'analyse, de recherche n'est jamais innocent, et c'est la forme d'engagement que met ailleurs, cela dit, mais que glisse déjà Michel de Certeau dans sa réflexion sur l'écriture de l'histoire. Quand on écrit une histoire par le bas, quand on écrit une histoire des classes subalternes, je vous donne des expressions qui sont aujourd'hui des sous-disciplines, ou en tout cas des chantiers légitimes de la discipline historique, quand on cherche à traiter de sujets qui sont hors du récit dit officiel, l'histoire des minorités, l'histoire des femmes, tout cela impose une forme d'engagement qui bouscule des récits statiques pour proposer une histoire plus problématisée qu'une histoire plus près de la vérité. En ce sens, donc, je répète encore ce que j'ai évoqué depuis le début de mon intervention, si vérité historique il y a, elle est toujours datée. Il n'est pas, du reste, ou en outre, il n'est pas d'histoire qui ne porte de jugement. Même si on se prétend à distance de son objet, il reste qu'on juge. L'historien est juge, toujours. Dès qu'il commence à écrire, de toute façon, l'historien prend parti, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Avec les mots dont nous disposons, les mots ne sont jamais neutres, et le choix des mots est de toute façon un jugement ou une prise de parti. Le lien entre histoire et jugement est indissociable du lien entre histoire et vérité. L'historien juge parce qu'il prétend à la vérité. L'écriture de l'histoire, et j'arrive enfin à ma conclusion, l'écriture de l'histoire est une écriture de combat, l'écriture de l'histoire est une écriture de débat, et tout débat scientifique implique une prétention à la vérité, et en tout cas une prétention aussi au jugement, à des choix qui doivent être pris. L'histoire est donc une construction partielle, jamais conclusive, ce qui m'amène à revenir d'une façon un peu forcée, mais je le fais, et j'implore votre bienveillance, à la notion de l'anachronisme, en fait. À partir du moment où on ne peut plus, aujourd'hui, faire de l'historien ou de l'historienne ceux qui portent le bouclier anti-anachronique. C'est-à-dire que, évidemment, on cherche à déceler, on cherche à éviter cette confusion des temps, bien entendu. Mais il reste que, depuis ce que j'évoquais tout à l'heure, depuis les années 80, depuis cette idée d'un temps, d'un régime d'historicité qui pense le passé par le présent, eh bien, l'anachronisme, en quelque sorte, est au cœur du processus de production aujourd'hui des connaissances historiques. Les historiens et les historiennes qui doivent réfléchir à ce qu'ils sont en tant que sujet dans la production de l'histoire doivent reconnaître la part d'anachronisme qui est au cœur de leur démarche d'écriture, de leur démarche d'historienne et d'historien, parce que l'anachronisme est finalement le moteur, en quelque sorte, la condition à la recherche de sens en histoire.